Bonjour à tous, bienvenue dans les aléas du direct. Tout de suite, l'heure du journal. On reviendra dans cette édition sur la journée de manifestation suivie partout en France, aussi bien dans le secteur public que privé. Nous nous sommes rendus à Nîmes et Arles pour rencontrer les manifestants. Nous parlerons de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui présentait ses vœux aujourd'hui. Et nous ferons un bilan du Festival du Flamenco avec le directeur du théâtre François Noël et le directeur artistique du festival, Patrick Bellito. En ouverture donc de ce journal, on revient sur la journée de manifestation suivie partout en France. C'est à l'appel des syndicats, des organisations syndicales CFDT, CFE, CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA que 2,5 millions de manifestants, selon la CGT, auraient participé au mouvement dans toute la France. Des perturbations dans les transports SNCF et RATP conformes aux prévisions. La grève à la SNCF aura été suivie par environ 40% des salariés, près de 50% dans l'enseignement primaire. Des grévistes également dans de grandes entreprises privées comme Renault ou le Crédit Lyonnais. À Nîmes, la manifestation a regroupé 30 000 personnes selon les syndicats, 15 000 selon la police. Alain Bellon. Salariés, demandeurs d'emploi et retraités sont les premières victimes de cette crise. Elle menace l'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités. Ce 29 janvier est exceptionnel pour les syndicats. Ils ont tous défilé unitairement. Dans le Gard, cette journée de revendication a débuté à Alès. Ce matin, ça a été déjà exceptionnel, puisqu'on a comptabilisé les organisations syndicales entre 7 et 8 000 participants, avec beaucoup du public, du privé, des retraités, des demandeurs d'emploi. C'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. Les manifestants alésiens ont ensuite rejoint le défilé nîmois, où on a pu constater que tous les secteurs de la grande distribution étaient présents. Notre présence ici, parce que c'est un ras-le-bol qui dure depuis longtemps, de tout quoi, des temps partiels, des filles qui se battent encore à l'heure actuelle pour des revalorisations de contrats. Et les sous-effectifs, on travaille dans des conditions où on doit tout faire avec des ratios de la productivité, hein, c'est le grand mot en ce moment. La manifestation nîmoise est partie de la rue de la République. Ils ont défilé dans le calme. Quand la tête du défilé arrivait boulevard Feuchères, les derniers manifestants quittaient le boulevard Jean Jaurès. Aujourd'hui, c'est une très grande journée pour les organisations syndicales. Ça va au-delà de ce qu'on attendait, puisque à Nîmes, les renseignements généraux disent 30 000. Nous, on est plus sur du 40 000, mais enfin, c'est le jeu classique. À partir de là, j'espère que le gouvernement ne va pas être sourd à nos revendications. S'il devait l'être, il prendrait l'entière responsabilité de la suite que nous serions malheureusement obligés de tenir. La démonstration est faite que les grèves en France, ça se voit. Et le gouvernement doit absolument écouter les revendications des salariés du pays. Vous attendez des réponses quand même rapidement. Il nous faut des réponses dès ce soir. Et d'ores et déjà, on peut dire que ce soir, le gouvernement, le MEDEF, ferait bien de prendre en compte les revendications fortes qui sont exigées ce soir dans cette manifestation, notamment sur les salaires, l'emploi, les services publics et la protection sociale. Vraiment, mobilisation exceptionnelle. Surtout, ils vont tous se rencontrer le 2 février afin d'analyser les réponses du gouvernement et donner suite ou pas à cette journée. Voilà pour le Gard avec Alès et Nîmes. On part maintenant à Arles où également plus d'1 millier de manifestants s'est retrouvés ce matin. Place de la République, Alain Bonnet et Yvonique Seguin étaient sur place pour couvrir l'événement. Demandeurs d'emploi et retraités, nous sommes les premières victimes de cette crise. Elle menace l'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités. Elle accroît les inégalités et les risques de précarité. Ce jeudi 29 janvier, partis politiques et syndicats se sont retrouvés pour manifester, le mot d'ordre étant « Ensemble dans la lutte ». Les usines qui ferment, que c'est pas normal qu'ils ferment. Les patrons ils devraient faire un effort et puis nous aider un peu plus. L'université se sent méprisée malgré les garanties du ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse sur la loi de l'autonomie des universités. L'opinion publique est séduite et je le comprends aisément. Simplement nous, quand on reçoit les fonds, le budget, les postes, ça ne correspond absolument pas. La réalité du terrain ne correspond pas à ces effets d'annonce. Le personnel de la RAZED, structure pour enfants en difficulté, se sent menacé. Notre motivation, c'est surtout pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions avec les élèves. Déjà, si on supprime des postes de personnel spécialisé, forcément, notre travail va être diminué par rapport à ce qu'on peut proposer.
comme aide dans les écoles. La réduction des effectifs et des moyens dans les hôpitaux est également mise en cause. Quand la vie des gens est en jeu, je pense qu'on n'a pas raisonné sur l'hospitalisation en matière d'économie comptable. C'est un vrai service public pour les gens et il faut des moyens. Et dans un hôpital, les moyens, c'est le personnel. Les cheminots, eux, craignent entre autres d'être privatisés. Beaucoup de dysfonctionnements actuels sont dus au manque de personnel, au manque d'entretien qui est réalisé. L'unicité de l'entreprise SNCF est en train de voler en éclats petit à petit. Et bientôt, on aura 5 entités totalement indépendantes. Et ça sera l'ouverture au privé, avec, on le verra plus tard sûrement, les conséquences, on a l'exemple anglais, pour les usagers. Si le gouvernement reste sourd aux multiples revendications, les manifestants sont prêts à redescendre dans la rue. On part tout de suite, donc toujours dans le cas de la manifestation, avec Nicolas Pinchino qui s'est intéressé, lui, aux à côté de cette journée de manifestation. En marge de cette manifestation nîmoise, pour cette belle journée de fin janvier, le peuple était dans la rue. Certes, il y avait les manifestants, les grévistes, mais aussi les citoyens, riverains et professionnels proches du parcours. Et ces derniers semblaient vouloir soutenir le cortège. Oui, et j'en suis même fier de le soutenir. J'ai 74 ans, j'ai travaillé 27 ans chez les patrons, vous entendez? Le reste, j'étais artisan, j'ai 530 € de retraite par mois. Il faut être solidaire, oui, pour le pouvoir d'achat, pour plein de choses. Il faut que les gens ils montrent qu'ils ont dans le ras-le-bol et il faut qu'ils manifestent. Et comme il a dit Sarkozy, que quand il y a des manifestations en France, on ne s'en rendait pas compte. Là, peut-être qu'il va s'en rendre compte et qu'il va faire ce qu'il faut. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise. Moi, mes parents étaient ouvriers. Il n'y a pas de raison qu'on ne soutienne pas les ouvriers. Un grand soutien populaire était donc offert aux manifestants. Ces derniers défilaient d'ailleurs dans le calme avec, malgré tout, de grandes revendications contre le gouvernement. Et ceux des plus jeunes, les lycéens en lutte contre la réforme d'Arcos, les étudiants contre la réforme des IUT, et cela allait jusqu'aux retraités. La doyenne du défilé affichait fièrement ses 86 ans. On est tout à fait en accord contre la politique de Sarkozy, c'est pour ça qu'on est aussi là, pas que justement contre la réforme d'Arcos, mais aussi contre tout le reste et tout ce qui nous entoure. En tant qu'étudiant, on est même directement concerné, puisque déjà à la base on a peu de moyens, donc forcément on est touché de plein fouet. Il a fait trop de mal à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est pour ça que vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Je veux défendre le peuple. Et puis dans les à côté de la manifestation, on pouvait noter, ou plutôt entendre, que si les chants des partisans, le chiffon rouge ou l'international étaient encore repris, de nouvelles chansons venaient rajeunir les défilés. Comme le morceau C'est dans la rue que ça se passe de la compagnie Jolimum, sans oublier les fanfares improvisées tout au long du cortège. C'est dans la rue que ça se passe, la personne est allée. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe, quand on lâche nos écrans. 2,5 millions donc selon la CGT de manifestants dans la rue partout en France. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, autrement dit la CAPEB, présentait aujourd'hui ses vœux à l'hôtel Atria. Des vœux et surtout des souhaits pour un secteur également touché par la crise. Olivier Michel. Si la baisse d'activité reste sur l'année 2008 de 0,5%, c'est sur les derniers mois que l'artisanat du bâtiment a été le plus impacté. Sur le plan national, une entreprise sur 4 n'avait que 2 mois de commande de travaux. 65% des entreprises interrogées ont noté une absence de devis et 12% des annulations de chantier. Résultat, dans le département du Gard qui compte 7458 entreprises, des artisans vont mettre la clé sous la porte. Sur des dossiers qui sont traités par la CAPEB Gard, uniquement sur le mois de janvier, début d'année donc, on a 4 dossiers. 4 dossiers qui ont été soit des demandes de redressement judiciaire, soit des liquidations judiciaires, soit des cessations d'activité pour le seul mois de janvier 2009, alors que pour la même année de 2008, il y a eu à peine un dossier et 0 dossier en 2007. Parmi les solutions pour faire face à la crise, la CAPEB met en place différentes mesures. Le lancement du label Éco-Artisan pour accéder au marché du développement durable, une présence renforcée sur le marché de la maison individuelle ou encore une volonté de pouvoir répondre aux appels d'offres pour les marchés publics.
Finalement, les entreprises artisanales allaient très peu faisaient peu appel au marché public au niveau de leur activité. Donc on a voulu développer ça en mettant une cellule marché public. Donc on a une veille par rapport à tout ce qui se passe dans nos territoires. On aide les entreprises artisanales à structurer leurs dossiers de façon à éviter par une mauvaise présentation d'entreprise ou manque de justificatif, puisque dans l'organisation des marchés publics, on a une première enveloppe où on donne un certain nombre de documents. Donc il suffit qu'un document soit manquant ou que quelque chose qui ne soit pas conforme pour être écarté. Donc il nous semblait important de le faire. Dans le même temps, on travaille auprès des différents organismes pour faciliter quelque part l'accès au marché public pour les entreprises artisanales. Donc quelque part, faciliter l'activité pour les petites entreprises à répondre à des marchés, essayer d'instaurer tant bien que peu des groupements d'entreprises, de voir si on ne peut pas, dans certaines commandes publiques, fractionner le marché pour que ces marchés deviennent accessibles à des entreprises de taille plus modeste. En 2009, l'optimisme sera de rigueur. Sur l'échelle nationale, la CAPEB prévoit une baisse d'activité de 4% supplémentaire et la perte de 15 000 postes, soit le nombre de salariés gardois dans le secteur du BTP. Allez, on poursuit avec un reportage plus léger maintenant. On part du côté de Jonquière-Saint-Vincent pour la fête de la Saint-Vincent. Patron des vignerons, Alain Bonnet était de la fête. Ce week-end du 24 et 25 janvier, Jonquière était en fête. En effet, Saint-Vincent, patron des vignerons, fêtait son 20e anniversaire. La soirée du samedi étant consacrée à l'honneur de Bacchus. Le dimanche, la messe terminée, toutes les confréries présentes, accompagnées des Jonquiérois, traversaient les vignes afin d'honorer au pied de la croix leur saint patron. Nous avons cette année une famille belge, donc une personne qui aujourd'hui fête ses 80 ans et qui sera intronisée tout à l'heure, comme je vous disais, dans la cour du château, donc qui est venue avec beaucoup de monde. Nous avons aussi des amis italiens, parce que nous sommes jumelés avec la ville de Vesadalbe en Italie, donc des amis italiens qui sont là, qui seront également intronisés aussi. Après quelques beaux discours d'usage, les verres étaient levés tandis qu'on entamait la coupe au santo, tradition oblige. La confrérie se flatte d'être partenaire et aux côtés de la Saint-Vincent depuis de nombreuses années, puisque c'est quand même la 20e édition. Le monde nous jalouse et on va avoir une intronisation, une cérémonie d'intronisation très européenne, puisqu'on a un Italien et également une Belge, donc c'est important. Chaque intronisation permettait à chacun de goûter une fois de plus au précieux breuvage sous les applaudissements nourris d'un public chaleureux. Les danses traditionnelles clôturèrent cette belle journée que notre bon Saint-Vincent avait voulu ensoleiller et très peu nuageuse. Voilà, c'était donc la 20e fête de la Saint-Vincent à Jonquière-Saint-Vincent. On part maintenant pour le journal du Festival Flamenco, proposé comme chaque soir par Christophe Ché et Nicolas Pinchino. Tout au long du festival et donc en début de semaine, ils ont poursuivi leur journal. Donc le journal du Flamenco qui s'intéresse ce soir au bilan avec François Noël, le directeur du théâtre, et Patrick Bellito, directeur artistique du festival. C'est un reportage donc signé Christophe Ché et Nicolas Pinchino. Le calme est revenu un petit peu sur le théâtre de Nîmes. Vous avez vécu une semaine assez chargée ici pendant ce festival. On peut dire que c'était chargé et mouvementé. On n'a pas eu beaucoup de temps, nous, pour faire autre chose que travailler, mais on a été vachement bien récompensés parce que tout a très bien marché, que le public était vraiment au rendez-vous et les artistes aussi.
François Noël, comment vous l'avez vécu ce festival? Moi, je l'ai vécu comme un des premiers objectifs qu'on s'était fixé quand je suis arrivé avec Patrick. On avait parlé de ça et on s'était vraiment fixé l'objectif d'aller un petit peu plus loin et de gagner aussi en notoriété parce que le festival marchait bien localement, mais on s'était peut-être pas assez ouvert sur l'extérieur. Alors là, on avait décidé de travailler davantage vers ça et je crois que là, on a franchi un palier. Viva la naranja altera, viva los guardias civiles que van por la carretera, chao, por la carretera. Pero carrillo hermano, de amor se va mi hermano, ay se va mi hermano, se va mi amor, se va la niña que quiero yo, y olina, docina, tresina, patana, el olor de la rica manzana y el verde laurel, 8.90 por 10. Tiro mi kiti pan, tu tiro gotacata, y todo catacata. Yo olina, docina, tresina, patana, el olor de la rica manzana y el verde laurel, 8.90. Je pense que c'est une réussite pour l'équipe. C'est aussi une réussite parce que dans le sens où c'est très fédérateur d'engager toute l'équipe dans ce festival. On sait que c'est dur physiquement, on sait que la semaine est rude, qu'on dort pas beaucoup, mais en même temps, il y a quelque chose qui se crée entre nous tous et qui fait qu'on a vraiment envie de faire tous au mieux. Et ça, c'est assez beau, je trouve. Comment on se sent comme ça après 10 jours de festival flamenco, juste à sortir là, comment vous vous sentez? Comblé, satisfait et disons que avec, je crois que cette édition qui a été quand même assez de haut niveau, la fatigue est moins dure quand on a fait de belles choses que quand on a quelques soucis. Voilà. Donc ça a été un vrai rêve. Tout ce qu'on a voulu faire, on l'a réalisé. Le public a répondu, les artistes ont été extraordinaires. On a réussi au-delà même de ce qu'on pouvait penser. Le festival a pris un rythme et un niveau qui me semble intéressant. Et puis on va ouvrir une future. Et je crois que ça fera le festival a une très jolie décennie devant lui, et de travail, de perspectives, de changements. Comment vous l'imaginez ce 20e festival? Je l'imagine, de toute façon en qualité, je l'imagine égal et toujours égal à ce que nous faisons depuis ces dernières années. Et ensuite, je pense qu'il sera un tout petit peu plus long, mais on a encore plein de projets. Il faut qu'on réfléchisse. Donc on va recommencer. Enfin, on a déjà commencé à réfléchir, on a déjà commencé à travailler, mais maintenant il faut mettre les choses en ordre.
Voilà, c'était le journal du festival Flamenco. Tout de suite après, vous retrouverez Croco Plus, les prolongations, le point avant la rencontre de demain contre Clermont. 11e du championnat de Ligue 2, rencontre également avec la nouvelle recrue du Nîmes Olympique, Alfousseni Keita, qui vient du Mans. Le groupe des 16 qui entrera sur le terrain demain, coup d'envoi à 20h au Costières. À 20h30, la rediffusion du journal. À 21h, Noir et Blanc, 4e partie de la rétrospective 2008, proposée par Patrick Mallet. Bonne soirée à tous en notre compagnie. Demain, vous retrouverez Frédéric Siller à 18h45 pour les aléas sorties week-end. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir toutes nos émissions sur le site internet www.telemiroir.com. Bonne soirée à tous.